Il est 8h34, merci de nous suivre dans la matinale. Nous allons parler culture maintenant. Bonjour Mathieu. Bonjour Mickaël. Comment ça va en ce jeudi matin? Ça va toujours très bien. Alors on va parler BD, notamment les soulèvements populaires qui secouent actuellement les États-Unis suite au meurtre de George Floyd par un policier américain, bien sûr, ne vous a pas échappé. Et en guise de préambule à cette chronique culture, vous avez, je crois, réuni quelques référence sur la question du racisme traité par la bande dessinée. Tout à fait. Alors, je pense que vous avez aussi vu sur les réseaux sociaux un petit peu pulluler ces cadres noirs, en fait, notamment sur Instagram, en référence justement à la mort de George Floyd. Alors, certains auteurs de bande dessinée s'en sont un petit peu emparés, notamment Zep, qui a réalisé un dessin. Donc, Zep, c'est le papa de Titeuf, qui a justement réalisé en fait un petit dessin en hommage justement au mouvement Black Lives Matter. Et puis, dans ma bibliothèque personnelle, figurez-vous, j'ai déniché deux petits bouquins. Alors, le premier, c'est 5 branches de coton noir. C'est signé Steve Cusor et Yves Sand. C'est sorti aux éditions Dupuis. En fait, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, ça met en scène un soldat afro-américain qui s'appelle Lincoln. Alors déjà, le prénom est, je trouve, bien choisi. Et puis lui, il est sur le front en France. Il a une mission particulière. Il doit retrouver à tout prix la toute première bannière étoilée américaine jamais brodée. Parce que derrière l'une des étoiles se trouverait une étoile noire en référence justement à la communauté afro-américaine, d'abord mise en esclavage et puis ensuite victime de ségrégation. Donc c'est un bouquin très costaud. Et puis l'autre, c'est Congo de Tirabosco et Périssin, sorti chez Futuropolis. Alors là, tout simplement, c'est l'adaptation en fait du grand classique de Conrad, Voyage au cœur des ténèbres. Donc ça met en scène en fait un capitaine au long cours qui se rêve en explorateur et qui, une fois arrivé au Congo belge, va se rendre compte vraiment de la réalité en fait de l'entreprise coloniale occidentale. Et tous ses rêves vont évidemment voler en éclats. Il va être profondément choqué parce qu'il va voir sur place, quoi. Merci beaucoup pour ces références, Mathieu, tirées notamment de votre bibliothèque personnelle. Absolument. Voilà, donc vous connaissez bien ces bouquins. Vous êtes venu aujourd'hui nous parler d'une œuvre monumentale en bande dessinée qui traite d'une autre tragédie dans laquelle les États-Unis ont été impliqués, à savoir la création et l'utilisation de la bombe atomique. Tout à fait. Oui, alors ça s'appelle tout simplement La Bombe. Alors je le montre parce que c'est vraiment conséquent. Donc c'est signé Laurent-Frédéric Bollet, Didier Alcante et puis Denis Rodier. C'est sorti chez Glénat. Alors, la création de la bombe atomique, ça date pas d'hier. Les prémices, en fait, remontent déjà à bien longtemps. Et notre histoire, elle démarre en 1933. On suit, en fait, à Berlin, le docteur Szilard, Léo Szilard. Alors, lui, il sent que le vent tourne pour les Juifs. Les nazis sont au pouvoir. Il décide donc, dans un premier temps, d'aller en Grande-Bretagne, puis aux États-Unis. À cette époque-là, on sent que la Seconde Guerre mondiale, elle est inévitable. Et lui, décide d'aller émigrer ensuite aux États-Unis. Donc je parle de Szilard. Il faut savoir qu'à cette époque-là, l'uranium est vraiment une denrée que tout le monde cherche à s'approprier. Et justement, c'est au centre de beaucoup de convoitises. Alors, une fois qu'il arrive sur place, il reprend contact avec son ancien directeur de thèse, qui est, je vous le donne en mille, Albert Einstein, donc c'est pas n'importe qui. Et tous les deux, en fait, ils vont rédiger une lettre qu'ils vont ensuite transmettre au président américain de l'époque, Franklin Delano Roosevelt, pour justement l'alerter par rapport au progrès scientifique lié à l'uranium, et puis surtout l'alerter du danger de voir l'Allemagne éventuellement développer en premier sa propre bombe atomique. Et donc, par la suite, c'est le fameux projet Manhattan qui va voir le jour, un projet top secret dans lequel les États-Unis vont foncer. C'est ce projet-là qui va ensuite, on le sait, faire basculer la guerre du côté allié et surtout changer à jamais la face du monde, quoi. Alors c'est un sacré boulot, ce bouquin, parce que 5 ans de travail, 441 planches réalisées. C'est un peu la BD de tous les superlatifs, on pourrait dire. C'est un peu ça. J'ai même envie de parler un petit peu d'épopée en case et en phylactère, parce que je trouve que c'est vraiment impressionnant. Ça a été démarré en 2015. Alors, il faut savoir qu'ils avaient une deadline, en fait, les auteurs. C'était août 2020, puisque cette année, en fait, c'est le 75e anniversaire du bombardement d'Hiroshima. Donc, vraiment, il fallait absolument que ce soit prêt pour août 2020. Donc là, les délais ont été respectés. Je rassure aussi les spectateurs qui nous regardent, c'est pas du tout barbant. Ça a beau être vraiment épais, vraiment conséquent. C'est passionnant, on peut dire ça. C'est vraiment passionnant. On n'est pas là pour vous abreuver de dates ou de formules scientifiques complexes. Je dirais qu'il y a un travail vraiment de respect, d'authenticité, de respect de la vérité historique qui est vraiment poussé. Et parfois, ça confère même, je trouve, au paroxysme, dans le sens où il y a vraiment des anecdotes qui sont extrêmement fouillées, qui ont été mises dans cette bande dessinée-là. Mais
ça montre à quel point il y a un vrai travail d'investigation et un vrai travail de reconstitution historique. Et je pense que y a un auteur qu'on va pouvoir accueillir. Oui, l'auteur est avec nous, oui. Il va pouvoir le confirmer et vous allez pouvoir l'interviewer, oui. Mathieu. Bonjour Didier Alcante. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors j'avais moi une première question, mais qui fait référence à votre postface parce qu'elle est assez longue. En fait, dedans, vous mentionnez que l'objectif de votre livre, c'est de porter une vision objective des choses tout en ayant un point de vue. Alors moi, j'ai trouvé que c'était réussi, mais donc c'est quoi un peu votre formule magique pour être parvenu à ça? Oula, vous commencez fort, c'est une question assez difficile. Mais il y a plusieurs choses. Je pense que la première chose, c'est vraiment la passion ou l'intérêt, en tout cas extrêmement poussé pour le sujet. Donc la bombe atomique d'Hiroshima. À l'origine de ça, en fait, il y a une amitié avec un jeune japonais que j'ai rencontré quand j'avais 8 ans. Donc de fil en aiguille, suite à cette amitié, j'ai pu me rendre au Japon quand j'avais 11 ans et j'ai visité le musée d'Hiroshima, donc le musée de la bombe atomique à cette époque-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué dès ma jeunesse, dès mon enfance. Et depuis lors, voilà, j'ai vraiment accumulé une espèce de fascination pour ce sujet. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, partant de là, il a vraiment fallu se documenter, comme vous dites, de manière extrême, parce que c'est un sujet qui est tellement sérieux et tellement grave. C'est quand même quelque chose qui a vraiment changé la face de l'humanité. Et que voilà, on ne pouvait pas aborder ça à la légère. Donc, avec mon co-scénariste Laurent-Frédéric Bollet, on s'est énormément documenté. On a pris des consultants historiques, on a pris des consultants scientifiques. On a travaillé avec des physiciens notamment. Et puis, on est vraiment rentré dans cette histoire, on se l'est approprié. Et puis, on a fait notre travail de scénariste. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait un effort sur la narration pour que, effectivement, on n'écrive pas un manuel d'histoire ou un manuel de physique. C'était vraiment pas du tout le but. Nous, on voulait écrire une histoire passionnante, la plus passionnante possible, qui est réelle, mais voilà, qu'on a raconté de la manière la plus passionnante possible pour le lecteur. Je crois que ça a été vraiment réussi parce que moi j'ai pas du tout perdu le fil et ça aussi c'est un élément important dans la BD, hein, donc on ne perd pas le fil en lisant ce livre. Alors justement vous parliez de la narration, comment est-ce que ça vous est venu l'idée de personnifier cette bombe atomique, puisque je l'ai pas précisé dans la chronique, mais la bombe elle parle à la première personne du singulier. Oui, en fait on a effectivement un narrateur, ce narrateur plus précisément c'est même l'uranium qui se trouve à l'intérieur de la bombe atomique, hein, qui est l'explosif de la bombe atomique. En fait on a vraiment écrit un roman graphique chorale, c'est-à-dire on commence en 1933, on va jusqu'en 1945, donc après la bombe atomique d'Hiroshima, avec un prologue ensuite, un épilogue, pardon. Et donc on passe aussi bien du projet Manhattan qui se passe aux États-Unis qu'à Hiroshima au Japon, mais on va aussi en Allemagne, on va au Congo belge d'où vient l'uranium. Donc on se déplace dans pas mal d'années différentes et pas mal d'endroits différents. Et on avait envie d'avoir un narrateur qui quelque part unifie tout ça et permette de traverser toute cette histoire, de donner vraiment un fil conducteur. Et en fait, il n'y avait aucun personnage qui traversait vraiment toute l'histoire et tous ces endroits, sauf finalement l'uranium, puisque construire une bombe atomique, c'est utiliser de l'uranium, et donc l'uranium est présent en filigrane de toutes ces scènes. Donc voilà, on a eu cette idée d'utiliser l'uranium, qui est un élément extraterrestre, entre guillemets, hein, enfin non humain, on va dire, pour servir de narrateur. Donc voilà, on a pris l'uranium effectivement comme narrateur pour cette histoire. D'accord. J'avais une dernière question, alors parce que moi j'aime bien lire tout ce qui est postface et préface, et vous évoquez aussi la sortie du livre en langue française. Alors moi ça m'a interpellé, je me suis dit est-ce qu'il y a une version en japonais qui est prévue de ce livre La Bombe? Alors c'est évidemment notre rêve, ce serait une très grande reconnaissance. Il y a actuellement des contacts qui sont pris entre notre éditeur, donc Glénat, qui est un éditeur français, oui, et des éditeurs japonais qui marquent pour l'instant pas mal d'intérêt. Forcément, je vais dire. C'est pas encore signé, ça prend toujours du temps pour publier des bandes dessinées franco-belges au Japon, parce qu'il y a un certain protectionnisme, on va appeler ça comme ça. Par contre, on sait déjà qu'on va avoir d'autres éditions, notamment l'album va paraître aux États-Unis, il va paraître en Hongrie, notre personnage principal est hongrois, donc c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Il y a une édition allemande qui va sortir bientôt, dans quelques jours en fait, une version italienne aussi, une version tchèque et même une version chinoise pour l'instant, donc on ne peut pas se plaindre à ce niveau-là. Eh ben, écoutez, moi je tiens à vous remercier pour avoir été présent ce matin et pour avoir répondu à nos questions. Voilà, en tous les cas, un livre qui va faire le tour du monde. Hein. Merci beaucoup Mathieu pour cette chronique BD.